Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la RTS pour suivre avec nous ce plateau spécial consacré justement à l'actualité du monde, du Sénégal, notamment avec la fête de l'indépendance, le 4 avril. Ce sera demain et vous avez sans doute avec nous suivi le message du président de la République, Macky Sall, qui a abordé plusieurs questions d'intérêt national. Et nous allons, avec nos invités, notamment revenir sur tout cela. Je vais tout d'abord saluer, pour faire comme un bon étudiant, les universitaires, en l'occurrence le professeur Mbaye, historien archiviste, EBAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Mbaye, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ibrahima, tout le plaisir est pour moi. Avec nous également le professeur Mamadou Alioune Diallo, maître de conférence, enseignant en droit public, formateur à l'ENA, l'École nationale d'administration. Professeur Diallo, bienvenue. Bonsoir, M. Djedjou. Et Seydou Diouf, député, président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire. Honorable, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Ibrahima et bonsoir à mes co-débatteurs de ce soir. Alors, le président de la République a évoqué justement cette actualité assez triste, c'est le Covid-19 qui impacte les économies du monde entier. Et aujourd'hui, le monde s'interroge. Beaucoup d'incertitudes, mais le président de la République a pris des décisions. Nous allons juste écouter un extrait de son discours quand le président rappelle que notre économie subit de plein fouet l'impact du Covid-19. Certains secteurs sont durement affectés. A-t-il indiqué que Macky Sall pense aux nombreux pères de famille et mères de famille, les ménages qui sont menacés de précarité. Nous allons l'écouter avant de venir sur les analyses et commentaires de nos invités. Mes chers compatriotes, comme partout ailleurs, notre économie subit de plein fouet l'impact du Covid-19. Des secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les transports, le commerce, la culture, les bâtiments et travaux publics, entre autres, sont durement affectés. Notre croissance économique soutenue sur plusieurs années est brutalement freinée et passera de 6,8% à moins de 3%. Mais ce soir, mes pensées vont particulièrement à toutes celles et à tous ceux qui souffrent de l'impact de la crise du Covid-19. Je pense aux millions de pères, mères et soutiens de famille menacés de précarité. Je pense à notre diaspora, si généreuse envers la nation et aujourd'hui éprouvée. Alors, le président de la Macky Sall, donc, le président de la République, dans son message, a parlé justement des questions économiques. Nous allons aborder tout cela avec nos invités. Tout d'abord, le professeur Mbaye, vous êtes historien archiviste. Est-ce que vous avez une fois vécu dans l'histoire de l'humanité une pareille situation? Sauf en temps de guerre. Quand des pays sont dans des situations de guerre, guerre contre l'extérieur ou guerre civile, célébrer la fête de l'indépendance devient superfétatoire. Et donc, on passe dessus. Ce qui se passe aujourd'hui de spécifique, c'est que pour la première fois dans notre histoire, et probablement dans l'histoire de tous les pays du monde, on ne célébrera pas sûrement au Sénégal comme ailleurs l'indépendance comme une fête. Parce que les pays sont confrontés à des menaces à la fois internes, externes, horizontales et verticales, qui font qu'on est dans des instincts de conservatisme, dans des réflexes d'auto-subsistance, qui font que aujourd'hui, pratiquement, le déroulement de certains calendriers politiques vont être repensés tant que la crise sera là. Or, la fête de l'indépendance, comme on dit, dans le contexte de nos pays africains qui sont arrivés à l'indépendance après la colonisation, n'aurait jamais dû d'ailleurs être célébrée comme des fêtes, mais comme des moments de bilan, des moments de réflexion, des moments de remise en cause
des moments de ressourcement, de réorientation. Parce que l'indépendance, pour nous, plutôt qu'une fête, est un combat. C'est un combat, c'est le moment où, après 3 siècles de traite négrière et demi, 1 siècle et demi à 2 siècles de colonisation, une économie désarticulée, une politique d'acculturation et de mise à l'épreuve extrêmement dure, nous sommes arrivés, les uns et les autres par des voies différentes, mais nous sommes arrivés à l'indépendance avec l'ancien colonisateur. Il fallait, à partir de ce moment, reprendre notre histoire. Or, elle a été interrompue pendant 4 à 5 siècles. On ne reprend pas son histoire qui a été interrompue, désincarnée, désorientée, extravertie au bout de 5 siècles en faisant de cette cérémonie une fête. Je pense que, même si je ne peux pas dire à quelque chose malheur est bon, que le contexte actuel, la situation actuelle nous interpelle, nous Sénégalais, comme il va interpeller l'ensemble des pays africains. Tant que la Covid-19 sera là, je m'étonnerai de voir un quelconque pays qui va organiser une cérémonie de célébration de la fête de l'indépendance. Parce que même les échéances électorales sont suspendues. Parce qu'il y a une situation extraordinaire, mondiale, qui fait que nous sommes tenus aujourd'hui de nous arrêter et de réfléchir et de repenser énormément de choses. Ça peut être également un grand moment de solidarité, de communion autour justement de ces enjeux d'ordre sanitaire et économique. Le président a parlé justement des ménages qui seront affectés. Est-ce que ce message vous parle, vous, en tant que citoyen sénégalais, sur ce plan précisément? Absolument. On reconnaît les grandes nations devant les épreuves. On reconnaît les grandes nations devant les épreuves. Quand notre pays a été agressé de l'extérieur par la traite atlantique, elle a résisté autant qu'elle pouvait, mais avec les forces dont il disposait. Le rapport de force ne lui a pas été favorable et la traite négrière s'est installée. À la fin de la traite négrière, quand elle a été à nouveau agressée par le colonisateur qui veut s'installer et créer, faire de notre pays des soupapes de sûreté d'une économie vers la métropole, elle a résisté. De 1800 à 1890, l'histoire du Sénégal, c'est une histoire de conquête et de résistance, conquête coloniale et résistance. Quand la colonisation a fini par triompher, parce que le rapport de force militaire, le rapport de force économique était en notre défaveur, elle a inventé d'autres formes de résistance culturelle, qui fait que nous sommes aujourd'hui pratiquement colonisés, certes, mais nous avons été colonisés, certes, mais nous avons résisté parce qu'il ne nous restait que notre culture, que notre société. Aujourd'hui, la solidarité qui est appelée, mais Ibrahima, la solidarité, c'est dans notre ADN culturel. Nous sommes des sociétés de communauté. Nous n'avons pas construit des sociétés nucléaires enfermées dans lesquelles on pense à soi, à sa famille. Nous sommes des sociétés de communauté. Et la solidarité, on la connaît dans les crises comme en dehors des crises. Vous, moi, l'honorable député et l'ensemble des Sénégalais qui travaillent, qui ont des salaires, mais ils partagent leur salaire à la fin du mois. Il y a des partages qui sont strictement réguliers. Et puis il y en a d'autres qui vous surprennent, mais pour lesquels vous êtes obligés. Aujourd'hui, que c'est toute la nation qui est agressée, mais que le chef de l'État et son gouvernement déclenchent un processus qui va permettre de résumer, de ramasser des subsides communs à tout le monde et de venir en aide aux plus faibles, aux plus démunis, pour permettre que personne ne reste sur le carreau, mais il faut le faire. D'autres ne feront pas le même choix. Aux États-Unis, en moins d'une semaine, il y a eu 10 millions de chômeurs et 10 millions de personnes qui sortent du champ social, médical. Que vous ne travaillez plus, vous n'avez plus d'allocation de santé. Vous ne travaillez plus, vous perdez votre logement. Notre société ne peut pas. Parce que c'est une société de solidarité, c'est une société de l'entraide, c'est une société où l'on cultive pratiquement le rapport à son prochain, la parenté, la relation. C'est pour nous dans notre ADN culturel. Maintenant, le problème n'est pas d'y penser, c'est le contraire qui attendait. Qu'un gouvernement du Sénégal essayait de gérer l'économie pour gérer des PIB autres. Non, au jour d'aujourd'hui, ce qui est culturellement dans notre
perspective en matière de réponse à cela, c'est de faire en sorte de faire groupe, de se retrouver ensemble, mais après de repenser. Quand la menace sera passée, de dire attention, est-ce qu'on était sur le bon chemin? Parce qu'il faudra viser à terme. C'est pourquoi je disais, l'indépendance est un combat. Il faut penser qu'à terme, on construise un modèle de gestion de notre communauté tel que, devant de pareilles agressions, on n'a pas besoin de faire une solidarité nationale parce qu'on aura donné au maximum les moyens de se couvrir soi-même. Les gens préfèrent se couvrir que d'être aidés, soutenus et assistés. Et il faut éviter de transformer notre ADN de solidarité dans notre culture et dans notre mode de fonctionnement en société d'assistance. Alors justement, sur ces questions, M. Diallo, vous êtes professeur de droit, on va revenir sur les aspects juridiques que devrait impliquer une telle situation, mais est-ce que les mesures annoncées par le président de la République, les mesures notamment sur le plan économique, pourraient aider à rendre davantage ce pays solidaire et mettre le social au devant des politiques publiques? Oui, merci beaucoup, M. Diodio. Il faut se dire que deux circonstances aujourd'hui se sont rencontrées, deux situations. D'abord, de façon chronologique, je parlais du Covid-19, mais ensuite la fête de l'indépendance. Deux situations qui, en réalité, peuvent appeler la population sénégalaise à sentir qu'elle a la commune volonté de vivre ensemble. L'indépendance nationale, ce que le président Sall a appelé 60 ans de liberté retrouvée, je souligne retrouvée, c'est un élément qui est très fort, qui permet aux Sénégalais de se rappeler qu'une fois, nous avons été colonisés par un pays. Aujourd'hui, c'est l'occasion de célébrer la liberté retrouvée. Tous les Sénégalais, quelle que soit par ailleurs leur opinion, quelle que soit par ailleurs leur religion, quelle que soit par ailleurs leur appartenance politique, aujourd'hui reconnaissent que nous avons 60 ans de liberté retrouvée. C'est un élément formidable qui permet donc aux Sénégalais de se retrouver eux-mêmes. C'est ça l'un des sens de la fête de l'indépendance. Le second élément, c'est le quoi? C'est l'arrivée du Covid-19. Ça signifie que nous faisons face à un péril. Le péril appelle aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la réponse de chacun et de chacune des Sénégalais par rapport à cette situation-là. Vous avez vu, le président Sall, il a appelé toutes les composantes de la société, en tout cas, une bonne partie de la société sénégalaise, pour écouter et ensuite pour proposer des solutions. Vous avez vu l'élan aujourd'hui sénégalais, lorsqu'on a créé des télétons, des Sénégalais ont participé individuellement, de façon physique, comme de façon institutionnelle, donc à renforcer les moyens de l'État pour faire face à cette situation-là. Ça exprime la commune volonté des Sénégalais de vivre ensemble. Ça signifie que donc ça soude la nation. Devant l'ennemi, il y a ce qu'on pourrait appeler une communion, il y a une force qui est en train de se tourner autour du chef de l'État qui est le garant de la nation pour appliquer des politiques publiques nationales. Donc voici deux éléments, l'un heureux fait de l'indépendance, l'autre malheureux qui fédère les Sénégalais autour d'une seule chose, l'homo sénégalais, la nation sénégalaise. Alors cette nation, justement, elle est aujourd'hui en face justement de ce péril. Le président a annoncé des mesures économiques qui vont impacter forcément sur le taux de croissance, comme il l'a rappelé. Vous pensez que c'est des mesures adaptées ou non au contexte actuel ou pas? L'essentiel est d'avoir ce qu'on peut appeler une lisibilité. Quand il parle de ce qu'on appelle cette force-là, c'est-à-dire cette force qui est dédiée justement à la lutte contre le coronavirus, que nous considérons nous en tant que juges comme étant ce qu'on peut appeler une politique publique. Une politique publique en termes financiers, ça signifie quoi? Ce sont des méthodes, ce sont des mécanismes qui permettent de faire face à un péril. Le péril, c'est quoi? C'est le Covid-19 avec les conséquences qui peuvent en découler. Aujourd'hui, cette force-là de lutte contre le Covid-19 a été donc budgétisée. Budgétisée, ça signifie quoi? Qu'il y a des politiques publiques qui sont bien pensées, des politiques publiques qui sont séquencées en actions qu'il faudrait donc faire en matière sanitaire, en matière sécuritaire, en matière de prévention, en matière d'aide sociale. Donc tout ceci est prévu. Et dans la programmation, on va désigner les ministères qui sont compétents, en tout cas qui seront convoqués pour faire face à cette situation-là. Ensuite, chacune de ces actions va être donc subdivisée en activités. Et ce sont des activités normalement qui devaient être créditées de certains montants. La question qui se pose maintenant pour répondre à votre question, c'est de savoir est-ce que justement une chose est d'évaluer de façon budgétaire les besoins, autre chose est de les exécuter et autre chose est de contrôler l'exécution. La question qui se pose est de savoir est-ce que aujourd'hui, les fonds qui vont être décaissés vont arriver aux ayants droit. Est-ce qu'aujourd'hui, la question que se pose savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ces politiques publiques sont suffisamment rentables? C'est tout à fait heureux
parce qu'il y a une coïncidence, parce qu'on a rompu récemment avec ce qu'on appelle la politique, avec les budgets de moyens. On parle aujourd'hui de budget de résultats, on parle de budget programme. Et aujourd'hui, voici un programme qui se pointe devant le Sénégal pour dire appliquez-moi, voici un cas pratique. Covid-19 arrive, quel programme vous allez élaborer pour cela? Quel est le résultat auquel vous voulez aboutir? Et quels sont les moyens que vous allez, quels sont les indicateurs de performance et quels sont les éléments qui sont prêts, que l'on va prendre en charge pour justement maîtriser, pour contrôler l'efficacité et l'utilité. Pour répondre à la question de savoir est-ce que c'est utile, est-ce qu'il faut d'abord maîtriser les résultats? Donc, quels sont les résultats qui sont visés? Ensuite, quels sont les moyens qui sont nécessaires pour faire face? La façon dont le chef d'État a parlé, c'est une façon qui est générale. Il appartiendra maintenant à chacun de lire, éventuellement dans ce projet, la force contre le Covid-19, de voir quels sont les éléments budgétisés et quels sont les éléments que l'on pourrait rectifier et quels sont les éléments sur lesquels on pourrait approfondir. Alors, c'est un bon test, notamment pour l'État du Sénégal, mais également tout le peuple sénégalais. Seydou Diouf, vous êtes le président de la commission des finances. Aujourd'hui, des mesures sont annoncées, elles devraient être appliquées. Comment est-ce que vous analysez justement les décisions qui ont été annoncées par le président de la République? Je vous remercie. Je pense que, d'abord, moi, je constate quand bien même qu'il y a l'épidémie, que le président de la République est resté fidèle à la trajectoire d'un discours, d'un message à la nation en veille de fête de l'indépendance. Il a commencé son discours par rendre hommage à ceux qui ont lutté pour l'acquisition de cette indépendance, les anciens combattants, rendre hommage à l'armée, témoigner de la solidarité de l'État et du peuple sénégalais à l'endroit des familles de nos soldats tombés sur le champ d'honneur. Ceci est extrêmement important parce que c'est le message à la nation en veille de fête d'indépendance, c'est la fête des armées, c'est la fête de la jeunesse. Et il a conclu son discours également sur la même trajectoire. Et du point de vue du contenu, forcément, le contenu a été fortement marqué par la prise en charge de cette pandémie. On a parlé de guerre. Le président de la République s'est comporté depuis le début en chef de guerre. Mais à travers les mesures annoncées, il se comporte aussi en chef de famille. Il se comporte en autorité, en véritable chef, qui est à la fois conscient qu'il lui faut des armes pour combattre une pandémie qui bouscule toutes les certitudes à travers le monde, mais également en pensant à sa famille de manière très large dans ses différents segments, à travers des mesures sociales. Et il faut le reconnaître. Les mesures sociales annoncées par le président Macky Sall se situent aussi dans la trajectoire de toutes les mesures sociales qu'il a eu l'habitude de prendre depuis plusieurs maintenant, à travers les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie. Donc, c'est quelqu'un qui, du point de vue de la solidarité que vous évoquez, a chevillé au corps le fait que la nation, l'État, que les juristes, le professeur Diallo, toujours considéré comme une construction juridique abstraite. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'État n'est pas une abstraction. L'État, c'est du réel. L'État, c'est aujourd'hui celui qui permet d'apporter des réponses lorsque les populations sont dans l'inquiétude. Et cela est extrêmement important. Et je rejoins le professeur Diallo et je voudrais là aussi rassurer, parce qu'il y a un élément important du discours du président de la République, parce que depuis l'annonce du fonds Force Covid-19, la question a été la question de la transparence, la question de l'inclusion. Et je pense que cette question est réglée, puisque lui-même annonce que le fonds Force Covid-19 va être managé avec un comité de pilotage dans lequel comité il y aura les représentants de toutes les forces vives, société civile, gouvernement, Assemblée nationale, dans toutes ses composantes. Et il a tenu à faire la proposition. Cela veut dire majorité comme opposition, nous devrons tous nous retrouver à travers le pilotage de ce fonds. Ça dégage une volonté du président de la République de rester dans l'inclusion qui a donné naissance à cet élan de concorde nationale constaté lorsqu'il a appelé à des concertations face au Covid-19. Il faut l'en féliciter, mais féliciter aussi l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous ne faisons pas nation que comme ça dans le discours. Nous faisons réellement nation au Sénégal. Nous savons taire nos divergences, nous savons taire les divergences les plus profondes. Lorsque la menace vient de l'extérieur et que nous devons faire face, nous savons unir nos forces. Il faut maintenant créer les conditions pour que du point de vue de la mise en œuvre de tout ce qui a été annoncé, que personne ne soit laissé en rade, parce que c'est ça
la volonté du président Macky Sall. Et il nous appartient, à nous tous, acteurs, de l'aider à atteindre cet objectif-là. Que le paysan qui est quelque part dans son petit coin ou qui va subir les difficultés d'écoulement de sa production agricole, aujourd'hui, on peut s'en rendre compte. Quand vous allez dans la zone des Niayes, il y a beaucoup de production qui est stockée, mais il faut que cet agriculteur sente l'État à ses côtés. Il faudrait que partout à travers le pays, que le transporteur le sente, etc. Mais tout ceci aussi doit nous amener à repenser notre modèle, notre rapport à l'État. Très souvent, il est arrivé qu'on banalise l'État. Mais c'est aujourd'hui qu'on se rend compte de l'importance de l'État. Et quelle que soit la personne qui l'incarne, l'État reste celui qui nous protège tous dans des moments d'incertitude. Alors justement, nous allons fêter le 4 avril hein, avec toutes les forces vives de la nation. Mais tout à l'heure, M. Diallo parlait d'un test dans la gestion des biens publics, mais également dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et sur ce point-là, l'Assemblée nationale qui a voté la loi d'habilitation semble rassurée par le discours du président de la République. Oui, nous ne doutons pas. Aujourd'hui, nous avons les instruments. D'abord, sur les questions budgétaires, nous avons la possibilité, et n'eût été cette pandémie du Covid-19, immédiatement après le budget, la première décision qui a été prise en conférence des présidents à l'Assemblée nationale, c'est de demander au président de commission de commencer tout de suite l'audition des responsables de programmes budgétaires pour assumer notre mission de contrôle sur les programmes budgétaires. Parce que aujourd'hui, à quoi assistons avec les budgets programmes? C'est véritablement une réforme de l'État par le budget. Aujourd'hui, on parle de culture de la performance. On parle de programmes à exécuter, d'actions, d'activités, d'indicateurs de mesure des résultats et d'évaluation ex post. Ça veut dire donc qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'environnement de la culture de la performance. C'est ça le budget de budget programme. Et je ne doute pas que l'utilisation qui devra être faite des ressources de la force Covid-19, du fonds force Covid-19, devrait obéir à la même trajectoire. D'autant que ici, le mécanisme de pilotage va être un mécanisme transpartisan et pluri-acteur, multi-acteur. Et donc, je pense que là, c'est extrêmement important. Pour autant, maintenant, je dis, la réforme budgétaire, elle est importante. Nous allons, aujourd'hui, les ressources, pour les mobiliser, il faut toucher le budget. Nous avons voté la loi d'habilitation. Certains, j'ai entendu le débat dire, oui, pourquoi le président a demandé une loi d'habilitation? Mais elle était importante, la loi d'habilitation. Parce que nous sommes en face d'une situation d'urgence. Et face à l'urgence, les procédures législatives sont telles que face à l'urgence, on aurait contenu l'action de l'État lorsque l'État devait aller beaucoup plus vite en termes de capacité à répondre aux besoins liés à cela. Maintenant, nous avons fait ça, mais nous avons même dans la loi d'habilitation un article qui nous permet tout de suite, nous, de demander la mise à disposition à l'Assemblée nationale de toutes les mesures prises dans le cadre de cette habilitation. L'habilitation, encore une fois, ne met pas entre parenthèses l'Assemblée nationale. Nous conservons intactes nos prérogatives en matière de contrôle et si on dépasse l'étape de l'autoconfinement, de la distanciation sociale, etc., mais l'Assemblée nationale retrouve ses prérogatives et va fonctionner quand bien même il y a une loi d'habilitation, mais nous devons à la fois la contrôler immédiatement lorsque les mesures devront être prises, mais cette loi d'habilitation, toutes les mesures qui y seront prises devront faire l'objet de projets de loi de ratification. C'est la condition de la conservation de leurs forces législatives, sinon elles deviennent caduques. Donc voilà, les enjeux sont là et je pense que le président de la République a la pleine mesure de tous ces enjeux. Il faut s'en féliciter. Il y a une dynamique de concorde nationale et je suis sûr que dans cette trajectoire-là, ce ne sera pas la gestion de 1000 milliards qui va poser autant de polémiques pour casser la dynamique. Je pense que tout le monde devrait raison garder pour qu'on comprenne que c'est des ressources destinées à des actions immédiates qui sont des actions importantes en matière de santé. Il faut encore une fois rendre hommage à notre personnel de santé qui tous les jours font face à la maladie, qui ne reculent pas, qui se battent au quotidien avec les forces de défense et de sécurité. Je pense que le meilleur hommage qu'on doit leur rendre, c'est de faire en sorte que les ressources mobilisées aillent directement là où elles sont attendues, et ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Au-delà de l'Assemblée nationale, professeur Diallo, est-ce qu'il y a des mécanismes juridiques qui permettraient
de favoriser justement la transparence dans la gestion justement de ces fonds qui sont destinés à faire face à cette pandémie? Oui, des mécanismes existent. Vous savez, en matière budgétaire, il y a des principes qui gouvernent l'élaboration des mesures, l'élaboration des lois. D'abord, il y a ce qu'on appelle la transparence dans l'évaluation des masses budgétaires. Il y a la transparence dans l'exécution des masses budgétaires. Il y a également la transparence dans le contrôle de l'exécution. Quand je dis transparence dans l'évaluation des masses, aujourd'hui, le fonds qui est avancé, c'est 1000 milliards. Comment ces 1000 milliards seront distribués? Concrètement, ça signifie quels sont les grands axes en réalité les politiques publiques? Ça, c'est la transparence. Il faut dire que ce soit clair. Donc, transparence dans l'évaluation. Ensuite, transparence dans l'exécution. Souvent, le problème aujourd'hui qui se pose au niveau national, c'est justement cette exécution. Le président a parlé d'une commission qui est constituée de parlementaires, qui est constituée d'administrateurs. La suspicion, je ne dirais pas qu'elle est légitime ou pas, de la population par rapport à cela, c'est justement lorsque le politique s'invite dans ce domaine-là. Vous savez, les Sénégalais sont souvent suspicieux. Des esprits peut-être bien renseignés pouvaient dire, mais est-ce qu'en réalité on n'aurait pas confié la gestion de ces fonds, la distribution de ces ressources à des personnes qui structurellement sont neutres, telles que l'armée? Vous comprenez? Autrement dit, quand on met dans cette commission-là des personnes qui sont politiquement rangées, est-ce que la distribution ne serait pas partisane? C'est des éléments comme ça qui font l'objet de cogitation de la part de la population. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc la gestion en tant que telle, c'est ça le principe donc, de clarté, le principe de lisibilité et la transparence, c'est la transparence dans l'écriture, transparence dans la gestion, également transparence dans le contrôle. Ces éléments-là doivent être en permanence présents. Et l'honorable député nous rassure en disant que sur tous ces aspects-là, on doit être rassuré. Mais quand même, il faudrait ne pas encore donner un blanc-seing justement à ce sujet. Il faudrait donc voir les gens à l'usure. Et moi, je vais les exhorter parce qu'il est en face de moi. C'est un représentant du peuple, c'est un représentant de la nation. Le rôle des députés, en parenthèse, ce n'est pas le vote de la loi, mais c'est le contrôle et l'évaluation. Aujourd'hui, l'aspect contrôle il est tout à fait présent. À mon avis, j'aurais bien souhaité qu'il puisse jouer le rôle qui est le sien. Vous avez vu, le président a appelé tout le monde à une union, qu'il se départisse de l'opposition partisane et que se dise que c'est la nation aujourd'hui qui fait face à un problème. Et la partition que le Parlement devait jouer, à mon avis, aujourd'hui, ce serait le contrôle de l'exécution de ces masses budgétaires. Ce serait un élément fondamental pour nous, c'est un élément de bonne gestion, un élément aujourd'hui qui ferait faire en sorte qu'aujourd'hui même, tout ce qui était suspicieux par rapport à la gestion vertueuse des deniers publics puissent aujourd'hui revoir leur position par rapport à la gestion de l'État. Parce que le président justement a parlé de tout cela, que c'est juste une halte pour marquer notre volonté d'aller de l'avant, une épreuve. Est-ce que justement cette pandémie devrait davantage faire grandir cette nation sénégalaise qui fête son indépendance demain? Faire grandir cette nation, à mon avis, oui, les germes d'une nécessaire union des Sénégalais sont semés aujourd'hui. Sont semés pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qui décide, tout ce qui pense pour l'État devait un tout petit peu faire un sursaut national. Et d'ailleurs, c'est l'occasion également de l'indépendance. Sursaut national, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Covid-19 nous montre quelles sont nos forces, mais également quelles sont nos faiblesses. Aujourd'hui, sous d'autres cieux, on trouve des médicaments, par exemple, tels que la chloroquine, pour soigner la maladie, la question se pose de savoir est-ce que nous avons suffisamment d'outils. On a tout à l'heure dit que oui, nous avons aujourd'hui de bons médecins, mais nos plateaux ne sont pas à la hauteur. La question se pose aujourd'hui, est-ce que nous sommes suffisamment outillés pour produire ce dont nous avons? Voilà pourquoi j'ai aimé l'expression du président Sall quand il dit 60 ans de liberté retrouvée. J'ai dit 60 ans de liberté retrouvée, mais est-ce que nous avons 60 ans d'indépendance? Quand je dis indépendance, je parle non-dépendance. Aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas dépendants des firmes multinationales par rapport à la production des biens dont nous avons besoin? Aujourd'hui, est-ce que même, je suis enseignant, quand on pense aujourd'hui la carte scolaire universitaire, est-ce qu'elle prédispose le Sénégal à justement être un pays non dépendant? Si vous avez une université qui fait 100 000 étudiants, dans lesquels vous avez peut-être 60 000 étudiants qui sont en lettres, 30 000 qui sont en droit, mais ces gens-là vont former quelle bouteille? Ces gens-là vont former quel médicament? Ces gens-là vont former quoi? C'est le moment de faire une introspection par rapport à notre devenir, par rapport à notre avenir. Liberté retrouvée, certes, mais dépendance, je suis un petit peu dubitatif par rapport à la question. Or, nous ne pouvons être réellement indépendants que si nous avons la possibilité de produire ce dont nous avons besoin.
Donc, et pour cela, il faut revoir aujourd'hui le profil de petits Sénégalais qu'on est en train de former par rapport à cette question. J'appelle aujourd'hui les autorités, c'est l'occasion pour de tribune pour faire un appel que je lance souvent dans mes amphis, pour que l'on puisse repenser aujourd'hui la formation de nos enfants. Parce que nous serons comptables dans l'histoire de la formation que nous avons fait à nos enfants. Est-ce que celle-là est aujourd'hui bien armée pour pouvoir former aujourd'hui, pour pouvoir aujourd'hui créer ce dont nous avons besoin? Si aujourd'hui on forme 20 docteurs d'État en droit, on forme 150, c'est pas moi, agrégiens en lettres modernes, je n'ai rien contre les lettres modernes et le droit. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré créer par exemple 60 000 spécialistes de télécom, spécialistes aujourd'hui de la recherche en matière de virus? C'est du concret, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ne plus être dépendants de l'extérieur. Mais aujourd'hui, la donne elle est tellement criarde que vous avez vu, les choses n'ont pas tellement changé. Les anciens colons nous ont dit oui, nous allons donner votre indépendance, on ne va plus vous administrer. On administre de près, dit-on, mais on gère de loin. Ils sont en train encore de nous gérer de loin. Regardez aujourd'hui les pans de notre économie, dans notre industrie aujourd'hui. Quelles sont aujourd'hui les industries qui sont suffisamment nationales? Quand on parle de croissance, on parle de croissance de 6 ou 6, quelque chose %. Cette croissance, elle est tirée par quelle entreprise? Sénégalaise? Voilà la question telle que je me pose. Aujourd'hui, si je devenais chez vous en portant un costume made in Gaïméré, si j'avais un téléphone portable qui était fabriqué, je ne sais pas moi, à Taïba, parce que c'est l'esprit sénégalais, c'est là qu'on a. Pour cela, on n'a pas besoin de grands théoriciens, on n'a pas besoin de grands diplômes, juste un bac plus 2. Je crois que c'est là qu'il faut orienter. Il faut justement, pour vous, repenser les modèles économiques partout dans le monde. Professeur Thiam, vous le disiez, c'est l'humanité qui est dans l'incertitude. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment de repenser justement l'État au Sénégal ou en Afrique et les modèles économiques qu'on connaît, le capitalisme et tant d'autres systèmes? Plus que l'État, pensez le monde. Pensez le monde. Quand le débat sur la mondialisation a démarré il y a une trentaine d'années, mondialisation, globalisation, village planétaire, et tout ça, un groupe d'universitaires sud-américains avait alerté en disant « Si nous ne pensons pas la mondialisation, nous allons la subir. Il faut la penser. Si on ne la pense pas, on la subira. » On a dit que c'est des gauchos, Trotsky, je ne sais pas quoi, et on a dit le capital, le développement, l'activité privée, on a combattu tous les systèmes qui parlaient de solidarité, de l'humain devant, et on a avancé pendant 30 ans, ça a donné des fortunes immenses. Ça a donné des développements réels sur certains plans, les technologies de l'information et de la communication, la connexion, la communication et tout. Et puis, résultat, aujourd'hui, le monde est bloqué partout. Ce n'est plus une affaire de pays développés, de pays sous-développés. Le monde est bloqué parce qu'une épidémie est partie de Chine. On l'a pensé, comme dirait Donald Trump, comme un virus chinois. 2 mois après, les États-Unis sont le pays le plus touché. La France est isolée. On arrête les élections en plein processus. L'Italie est en train de sombrer. L'Espagne, on n'en parle pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut repenser la vraie histoire. Parce que les historiens disent la vraie histoire, c'est l'histoire de l'homme et de la nature. C'est la cohabitation de l'homme et de la nature au service et aux besoins de l'homme. C'est Dieu, disent les croyants, qui a tout créé, mais qui a mis l'homme au-dessus de tout pour profiter de tout selon ses besoins. Les modèles économiques que l'on connaît, les modèles économiques, les modèles politiques. On fait faillite ou pas face à cette pandémie? Ils ont fait faillite. L'État capitaliste a fait faillite. Parce que, Ibrahim, l'indépendance ou le développement, c'est la capacité qu'a un pays d'assumer son destin. Aucun pays au monde ne peut se passer dans son processus de rencontrer des difficultés. La contradiction, c'est le moteur du développement de l'histoire. C'est dans les difficultés, les contradictions, que l'on construit en permanence les solutions de dépassement. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que le monde est bloqué. Bloqué, pourquoi? Parce que on a pensé la finance, la haute finance. Il y a 2 ou 3, une dizaine de places boursières qui, tous les jours,
donne à l'ensemble du monde des orientations en matière d'objectifs à atteindre sur le plan politique, économique, social et culturel. Un petit groupe d'États qu'on appelle G7, de temps en temps G20, se retrouve et considère qu'ils sont les arbitres de l'évolution du monde entier. Et on crée des structures qu'on appelle Fonds monétaire international, Banque mondiale, tout cela, qui régulent. Sauf que tout cela s'arrête aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne revient pas sur nos pieds et qu'on considère que d'abord en Afrique et dans les pays continents anciennement colonisés, être indépendant, c'est assumer son destin. C'est être capable de dire voilà mes objectifs, voilà mes modes d'action, voilà mes orientations. Et être ouvert au reste du monde, coopérer, solidarité et autres. Si on ne le fait pas, mais il va nous guetter pire que le Covid. On va connaître ce qu'on pensait avoir dépassé en terminant la Deuxième Guerre mondiale. Alors mettre l'humain justement au centre des politiques publiques, c'est l'avènement d'un nouvel ordre mondial. C'est le président Macky Sall qui parle. Mettre l'humain justement au cœur des politiques publiques. Seydou Diouf, êtes-vous d'avis aujourd'hui que les systèmes connus ont montré leur faiblesse face à cette pandémie? Est-ce que le Sénégal, par exemple, devrait repenser justement son modèle économique à travers tout cela? Au niveau mondial, je pense que le modèle libéral est aujourd'hui mis à rude épreuve. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 2008, avec la crise des subprimes, on s'est rendu compte qu'il a fallu des plans de relance économique massifs, mais portés par les États. En 1929, quand il y a eu la crise, c'était le plan Marshall. C'est toujours l'État qui est là lorsque le monde menace de s'effondrer. Et aujourd'hui, face à cette pandémie, ce n'est pas le capitalisme triomphant. C'est ces démarches de politique qui gardent une dose de libéralisme, ce qu'on peut appeler le libéralisme social, qui aujourd'hui est là, incarné par le président Macky Sall à l'échelle de notre pays, je veux dire. Et cela est extrêmement important. Et quand vous entendez le président de la République parler, déjà, il se projette sur l'après. En disant sur l'après, il nous faut tirer les enseignements de ce qui est en train de se passer pour d'abord développer nos capacités productives et réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Première échelle d'intervention. Deuxième échelle d'intervention, c'est prendre en compte que nos États africains, comme l'a dit le président le professeur Mbaye Thiam, président, je vous le souhaite, sont tellement petits qu'il ne leur est pas possible de prendre en charge toute leur... Et que donc, il y a la nécessité de se lancer dans cette trajectoire de l'Union africaine, de la consolider, pour avoir des capacités de réaction beaucoup plus fortes, beaucoup plus harmonisées à l'échelle de notre continent, parce que nous partageons les mêmes préoccupations. L'exemple le plus simple, c'est l'appel que le président de la République a lancé pour l'annulation de la dette. Cet appel-là, ce n'est pas que pour la dette du Sénégal. Aujourd'hui, ce sont nos pays africains, de l'Union africaine, qui sont les plus interpellés par cette question-là. Ça veut dire donc que, forcément, ma conviction, c'est qu'au sortir d'ici, nous devrons repenser notre modèle de développement, remettre l'homme au cœur du processus de développement économique. La finance est un instrument, mais qui doit être mis au service de l'homme. La finance ne peut pas régenter le monde. Et pendant longtemps, malheureusement, c'est la finance qui a régenté le monde. Aujourd'hui, l'homme doit se retrouver au cœur de tout ce qui est en train de se faire. C'est agir. L'entreprise est nécessaire. Il faut la protéger, la développer, l'accompagner. C'est le sens des mesures importantes que le président de la République a annoncées en direction du soutien à l'entreprise. Parce que si vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas de travailleurs. L'État ne peut pas être l'employeur. Dans un système normal aujourd'hui, l'entreprise doit être au cœur. Mais l'entreprise ne doit pas être une entreprise à vocation totalement profit et exclusivement profit. Toutes les entreprises qui ont cette lecture sont en train de péricliter à travers le monde. Là où les modèles d'implication des travailleurs dans le processus de décision, là où le management prend en compte l'homme au sein de l'entreprise, ces entreprises grandissent et fleurissent. Là où l'homme est considéré juste comme un instrument de production au service d'une entreprise et au service du profit, l'entreprise plonge.
Donc nous devons repenser tout ça et nous devons considérer que le Covid-19 nous plonge dans un monde d'incertitude. Et face à l'incertitude, nous devons utiliser notre intelligence. Et sur la question du consommer local, est-ce que ce contexte permet de promouvoir davantage cette notion-là? Mais absolument. Je pense que, vous savez, quand le président de la République, nous avons eu ces débats à l'Assemblée souvent, je dis, quand il a lancé l'idée de l'autosuffisance alimentaire, de l'autosuffisance en riz, il est revenu sur ça aujourd'hui. Mais c'est une exigence. Quand bien même il annonce une date pour atteindre l'objectif, et que l'objectif n'est pas atteint en 2017, et qu'en 2017, on soit à 80% alors qu'on était à 40%, on est dans une trajectoire positive. Il faut encourager cette dynamique et maintenant, en conséquence, mobiliser à la fois les ressources financières, humaines, technologiques pour arriver à cette autosuffisance en riz. Et donc, le modèle de consommation que nous avons, qui est un modèle de consommation jusqu'ici totalement extraverti, Mbaye Thiam nous sauve un peu, professeur, avec nos 3 costumes. Modèle de consommation extraverti. Nous devons le repenser. Nous devons le repenser ou le produire parce que ici, ou le produire au niveau local. Le produire, mais aussi faire en sorte que nous ayons une initiative privée capable de développer des capacités productives. Parce que, quelles que soient les opportunités que vous avez en termes de marché, si vous ne réglez pas le problème de vos capacités productives avec le risque investissement que vous devez prendre, l'État du Sénégal, quand même, a le mérite. Moi, je passais en revue l'ensemble des instruments de soutien à l'entreprise que l'État du Sénégal a mis en place. D'ailleurs, qui a besoin d'une certaine harmonisation, tant du point de vue du financement que du point de vue de l'accompagnement dans la structuration, dans les capacités à répondre aux offres, à s'exporter. Mais il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place par l'État. Mais il faut maintenant, en conséquence, que nous ayons de véritables patrons capables d'investir, des nationaux, parce que le débat, et le professeur Diallo l'a soulevé tout à l'heure. Et des compétences aussi. Les compétences, je pense qu'au Sénégal, nous avons les compétences. Parce qu'il a parlé et nous avons la capacité de développer ces compétences. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons un défi majeur. C'est un peu comment mettre tous nos enfants à l'école et les y maintenir le plus longtemps possible. Et développer les capacités d'absorption de nos universités. Et diversifier la chaîne d'enseignement et le modèle de l'enseignement dans l'enseignement supérieur privé. Dans l'enseignement supérieur, parce qu'aujourd'hui, vous avez chaque année 150 000 jeunes environ sénégalais qui passent le bac. Vous en avez 45 000 qui réussissent, entre 40 et 45 000, mais nos capacités des universités ne peuvent pas les absorber tous. Donc, il y a toute une chaîne du primaire, du préscolaire à l'université. L'éducation doit être au cœur de cette approche transformationnelle. Parce que sans citoyens éduqués, on a du mal à percevoir les enjeux du monde et à y faire face. Alors, sur le plan sociologique, hein, le Sénégalais lambda, face à cette crise, attend l'État. L'État a annoncé des mesures. Est-ce que, psychologiquement, le peuple sénégalais devrait être plutôt perturbé ou rester, comme l'a dit le président Macky Sall, debout, maintenir la garde et faire face, selon vos professeurs? Un peuple qui baisse la garde est un peuple perdu. Quel que soit le niveau de la menace, sous quelque forme que ce soit, une menace extérieure, une pandémie, une épidémie, une crise économique, mais les peuples doivent être debout. Parce que sinon ils disparaissent. Mais être debout, c'est une affaire à la fois d'individu et de collectivité, et puis de leadership. Quand, en 1939, Hitler s'est promené jusqu'en France, jusqu'à Paris, a occupé la moitié du pays, que le maréchal Pétain a signé pour reconnaître l'occupation. Mais si le général de Gaulle n'était pas parti à Londres, ne s'était pas adressé au pays, la France ne serait peut-être pas aujourd'hui ce qu'elle est. Si le peuple français a répondu à l'appel du général de Gaulle, c'est qu'il attendait un leadership. Et la conjugaison du leadership et de la volonté populaire a fait qu'au bout de 5 ans, ils se sont retrouvés autonomes, indépendants. Est-ce que le message justement du président Macky Sall est assez fort pour mobiliser le président de la République, pour mériter son statut de chef,
de leader, parce que c'est lui le leader de ce pays. C'est lui que les Sénégalais ont élu pour dire, vous êtes devant, vous montez au front, on y va avec vous. S'il dit, on ne peut rien faire, il ne peut pas. Par contre, ce n'est pas que des slogans aussi, ces questions. C'est au-delà de la manière de dire, de faire, dans la forme comme dans le fond, il faut s'impliquer. Au jour d'aujourd'hui, ce dont on a besoin, d'abord dans la gestion de cette crise, et après dans les dépassements qu'il faudra opérer pour changer beaucoup de choses. Pour le moment, la priorité des priorités, sinon la seule priorité, c'est dépasser la crise. Pour la dépasser, il faudra être extrêmement rigoureux. Extrêmement rigoureux. La crise a montré que nous n'avons pas de problème de savoir et de savoir-faire pour gérer le coronavirus. On n'est pas allé chercher le savoir de quelques savants que ce soit à l'extérieur. C'est des professeurs de l'Université de Dakar, de médecine, dans leur laboratoire insuffisamment équipés, dans leurs moyens de travail insuffisants, qui ont pris en charge et qui ont fait que nous sommes l'un des pays qui offre la meilleure riposte au Covid-19. On a déploré un mort c'est de trop, mais la question est jugulée. Après, il va falloir mettre l'accent sur ça. Mettre l'accent sur ça, c'est faire en sorte que la crise ne soit pas l'occasion pour des prébendiers, pour des faiseurs de coups, de s'enrichir sur le dos d'un peuple qui est déjà traumatisé par une menace pandémique. Il faut faire en sorte que cet argent, qui est l'argent de tout le monde, les populations, l'argent qu'on va leur donner, ce n'est pas de l'aumône, ce n'est pas de la solidarité, c'est leur propre argent. C'est dans le budget du Sénégal que le peuple a voté avec ses impôts et autres, que le président de la République va réajuster les allocations pour isoler 1000 milliards et retourner cela au peuple. Du sarah de maïe, c'est l'heure du. Maintenant, il faudra faire en sorte que cette affaire de mobilisation, si on veut que le peuple se mobilise, il faudra faire en sorte que la gestion de cette affaire fasse renaître l'espoir d'une communauté, comme disait Senghor, d'un commun vouloir de vie commune, des gens qui ont les mêmes objectifs, les mêmes modes d'action et les mêmes... À ce moment-là, ce sera une remobilisation. A même repris dans son il a même dit. message. Ce sera une remobilisation. Oui. Parce que les crises ont ceci de bénéfique qu'elles permettent au peuple de rebondir. Ibrahim, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon était détruit à 90%. L'Allemagne, les pays qui ont été les plus détruits pendant la guerre, sont aujourd'hui en tête en Occident. Le Japon, l'Allemagne et consorts. L'histoire a montré que les pays qui sont allés, qui ont arraché leur indépendance dans la souffrance, la gèrent mieux que ceux qui l'ont négocié autour d'une table, champagne à la main. Mais tout cela, c'est l'histoire. Il faut toujours retenir les leçons. Et cette crise, elle nous offre la possibilité de réajuster beaucoup de choses. Non pas seulement notre modèle de santé, notre système de santé, notre modèle éducatif, mais notre société. Ouais. Notre société. Il a fallu tourner en rond pendant une semaine pour savoir est-ce qu'on fixe les populations, on confine les populations, parce que l'autorité nécessaire à toute population, à tout peuple, est tellement diluée dans notre espace sénégalais que le président de l'Afrique, malgré les pouvoirs dont il dispose, ne peut pas donner un ordre que tout le monde exécute. Il faut d'autres formes d'autorité pour intervenir dans le débat. Ça aussi, il faudra le repenser. Il faudra le repenser. Et si on arrive un jour à faire le point après la crise autour de toutes ces questions, de façon ouverte, moi, j'aime pas le mot transparence, même si je l'enseigne. Parce que je suis archiviste, j'enseigne l'archivistique. Parce que feu le recteur Souleymane Niang nous disait, en scientifique que je suis, de la faculté de sciences, dans la transparence, on ne voit pas. Dans la transparence, on ne voit pas. La preuve, regardez le ciel, le soleil. Si vous regardez le soleil, il est transparent, vous ne voyez plus. Ce qu'il faut, c'est là une gestion vertueuse. Le président avait inventé une expression magistrale. Gestion vertueuse, une gestion vertueuse. Sobre et vertueuse. Sobre et vertueuse. Voilà. Ibrahim, quand on n'a pas beaucoup, quand la chose la mieux partagée, c'est le déficit, mais on fait, comme disait Cabral,
on redistribue équitablement la pauvreté. Bien sûr. Alors, je vais passer la parole au professeur Diallo avant Seydou Diouf pour qu'on puisse clôturer. Professeur Diallo, aujourd'hui, est-ce que ce message du président Macky Sall est assez fort pour impulser de nouvelles dynamiques dans le cadre de notre développement socio-économique qui est forcément affecté par la pandémie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez rassuré? Oui, merci beaucoup. J'espère que ce discours sera bien compris et bien audible vis-à-vis de la population pour qu'il puisse faire en sorte que cette population fasse un sursaut national. Vous savez, nous n'avons pas l'habitude, nous, à l'université, de caresser les gens dans le sens des poils. Nous disons ce qu'ils sont en fonction de ce qu'ils font. Aujourd'hui, vous savez, par le passé, on a eu, comme on vient de le dire tout à l'heure, gestion sobre et vertueuse. Le patrie avant la patrie. Vous savez, tout ceci, je vais rien vous apprendre. La patrie avant le parti. Avant le parti. Regardez ce qui se passe. Regardez les institutions que nous avons pour un pays sous-développé. Quelquefois, si vous regardez dans le budget, la part de l'emprunt pour financer nos politiques publiques est tellement importante qu'on ne s'est pas privé d'avoir des institutions, permettez-moi l'expression, budgétivores, qui sont des institutions en réalité qui posent beaucoup de problèmes pour le Sénégal. Je ne veux pas les citer, parce que sinon je ne veux pas faire de la politique, je veux pas les sciences tout court. Alors j'ai dit, c'est cela. Il faut joindre l'acte à la parole. Il faut faire en sorte que les Sénégalais puissent retrouver ce qu'on pourrait appeler une sécurité, une sérénité dans le fonctionnement de nos institutions. Tout à l'heure, il a dit, les fonds dont nous disposons ne sont pas des fonds tombés du ciel. Ce sont les ressources budgétaires. Qui dit ressources budgétaires? Les gros des ressources budgétaires sont des ressources fiscales. C'est l'impôt des citoyens qui est redistribué pour une période bien déterminée. Il faudrait que cet impôt-là puisse être utilisé à bon escient. À bon escient, c'est quoi? C'est faire une bonne lecture de la situation, fixer des résultats et faire en sorte que l'on puisse réaliser ces résultats. Donc, on va le prendre au mot. On va prendre justement nos dirigeants au mot. Parce que c'est ça que ça. Vous savez quoi? Nous n'avons pas un problème de texte. Nous n'avons pas un problème d'institution, nous avons un problème d'hommes qui gèrent les institutions. Nous préférons avoir des institutions très fortes, mais souvent nous avons à la place des hommes très forts. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est très très important pour nous. Savoir bien gérer, savoir bien penser, savoir bien écrire, et savoir bien, quand je dis bien écrire, ça signifie quoi? Bien formuler les politiques publiques. Parce que même dans les descriptions des éléments budgétaires, il peut y avoir des tromperies. On peut mal exprimer ou bien on peut cacher derrière une dépense publique un article, si vous voulez, des dépenses qui en réalité ne sont pas celles-là qui doivent... C'est de ça qu'il s'agit. Je parle en praticien, je parle en connaissance de cause. Lorsque quelquefois dans certaines localités, on vous présente un budget, on vous demande de dire est-ce que ce budget est sincère, vous allez dire oui, il est sincère. Mais dans les faits, ce qui est pratiqué et ce qui est écrit, souvent il y a une mer à boire entre les deux. Nous attendons nos dirigeants. Je ne parle pas seulement de dirigeants sénégalais, mais je parle de dirigeants africains de façon globale. Il faut nécessairement que les gens se ressaisissent, qu'ils sachent qu'ils sont là pour la population, et à cause de la population et pour le bénéfice de la population. Si la population ne se retrouve pas dans les politiques publiques, ce sera une bombe pour le chef de l'État. Parce que vous savez, nous prions pour que ce Covid-19 puisse disparaître et le Sénégalais va attendre justement le président de la République au final, pour voir est-ce qu'aujourd'hui les politiques publiques ont été bien pensées, est-ce que l'exécution a été une exécution sobre et vertueuse, est-ce que la gestion est une gestion qui est tout à fait vertueuse. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui pour les Sénégalais. Et j'appelle de tous mes voeux justement aux acteurs aujourd'hui qui sont conviés pour la gestion de cette affaire, de savoir qu'ils ont entre les mains la destinée du Sénégal dans un avenir très proche. Alors, le père de la nation a parlé ce soir. Le président Macky Sall a-t-il adopté justement cette posture selon vous, Seydou Gueye? Est-ce que par ailleurs, Seydou Diouf, est-ce que par ailleurs, on devrait repenser un peu les politiques budgétaires, mettre de l'investissement plus dans les secteurs tels que la santé, la formation, plutôt qu'ailleurs? Oui, il a parlé assurément en père de la nation, je l'ai dit tout à l'heure, avec toute l'attention apportée aux couches vulnérables qui sont dans notre pays, aux couches les plus défavorisées, mais également en n'oubliant pas le monde de l'entreprise. Mais cette pandémie intervient dans un contexte où on est en train de repenser le budget de l'État. Je l'ai dit tout à l'heure, le budget de l'État aujourd'hui, ce n'est plus un budget de moyens. Ce n'est plus donnez-moi de l'argent pour que je fonctionne. C'est
j'ai des activités, j'ai des obligations de résultats sur tel secteur, j'ai des activités qui concourent à l'atteinte de ces résultats. Ces activités peuvent être mesurées par tels indicateurs. Donnez-moi les moyens en conséquence pour que j'atteigne mes activités. Et à la fin de l'année, je reviendrai vous dire dans un document clair, avec vous, Parlement, vos capacités d'investigation, est-ce que j'ai atteint, oui ou non, mes activités. Ça veut dire que donc la réflexion sur l'approche que nous avons par rapport au budget de l'État est en train de changer complètement. Nous changeons de paradigme. Et question importante, les investissements aujourd'hui, la mesure qui a été prise par le président de la République depuis 2014, avec la rationalisation des dépenses de fonctionnement et plus de crédits affectés à l'investissement, surtout des ressources mobilisées au plan national, des ressources nationales mobilisées vers l'investissement. Parce que pendant longtemps aussi, les investissements au Sénégal étaient portés par des ressources extérieures. Quand aujourd'hui nous avons des dépenses d'investissement financées en majeure partie sur ressources internes, ça veut dire que des économies ont été faites sur ce qu'on avait d'habitude comme des dépenses de fonctionnement. Les mesures prises l'année dernière et que nous retrouvons cette année dans le budget de l'État sur la réduction des consommations, sur le téléphone, sur l'eau, sur l'électricité, tout ça, sur l'achat des véhicules, tout ça participe de ces mesures nécessaires de rationalisation. Et donc, le président de la République est dans cette trajectoire-là depuis longtemps. Maintenant, nous avons aussi besoin d'investir. Et quand on regarde la structure de la croissance économique du Sénégal, c'est que, quelque part d'ailleurs, notre chance a été jusqu'ici que notre croissance a été beaucoup plus portée par des investissements du secteur public. Si la croissance était totalement portée en grande partie par le secteur privé, on n'aurait pas, avec le Covid-19, on aurait eu peut-être moins des 2%, moins des 3% annoncés de croissance sur l'année 2020. On avait projeté 6,8%, on va se retrouver à moins de 3%, mais le problème n'est pas là, le problème c'est travaillons à ce qu'on sorte de ça tout de suite et que le choc économique ne soit pas un choc à temps long. Parce que si le choc est à temps long, les instruments pour relancer l'économie vont nécessairement prendre du temps. Mais si c'est circonscrit sur un temps relativement court, on a l'occasion de rebondir et de relancer. Donc, je le dis encore une fois, les inquiétudes peuvent se faire. On est dans une société ouverte où chacun réfléchit. Il appartient à ceux qui sont en responsabilité, et le président de la République l'a parfaitement compris, lorsque le débat sur la gestion du fonds s'est posé, qui va le faire. Vous avez vu aujourd'hui qu'il a parlé de mise en place d'un comité de gestion, mise en place de manière inclusive, avec toutes les forces vives. Ça, c'est un marqueur de son attachement à ces principes. Vous n'avez pas la transparence, mais je dirais de transparence budgétaire dans la gestion de l'État. Et donc, il faut s'en féliciter. Et maintenant, je pense que le discours sera apprécié parce que c'est un discours qui a parlé à tous les Sénégalais. Et il leur a parlé dans leur quotidien sur des questions très pratiques sur lesquelles il était attendu en réalité. Et quand on écoute le monde de l'entreprise, quand on écoute les consommateurs, toutes leurs préoccupations ont trouvé réponse dans ce discours. Maintenant, il nous appartient à nous de changer aussi et de ne pas toujours tout attendre. Et je dis le changement, et je rejoins le professeur Mbaye Thiam, nous avons des questions sociétales qu'il nous faut transcender aujourd'hui. Aujourd'hui, et c'est revenu dans le discours du président de la République, la discipline, culte du travail. Il faut que nous nous remettions en cause aussi, nous, Sénégalais. Il n'est pas normal qu'on décrète un couvre-feu et que des gens s'amusent, caméra à la main, à transgresser le couvre-feu dans le contexte actuel. Il nous faut repenser ça. On est en train de vivre des périodes où on n'a pas de nguenté, on n'a pas de deuil, on n'a pas de tac. Et pourtant, on vit. On s'en porte pas mal. Et je pense qu'il faut que nous repensions tout ça, toutes ces pesanteurs sociales qui ont entamé notre marche vers le développement, il faut qu'on les repense. Et l'État aussi doit continuer à incarner son rôle. Et je pense qu'avec toute cette remise en cause, j'espère qu'après le Covid-19, on sera sur une autre trajectoire avec des mécanismes et des réflexes beaucoup plus en phase avec l'exigence de développement.
Merci. En tout cas, Seydou Gueye, merci également au professeur Seydou Diouf. Seydou Diouf. J'oublie que vous êtes sérère, je suis désolé. Seydou Diouf, député à l'Assemblée nationale, président de la Commission des finances, mais également professeur Meïkam, archiviste, historien de l'EBAD, de l'Université Cheikh Anta Diop, professeur Diallo, qui nous a également parlé de ces questions liées aux juridictions, mais également au droit, formateur à l'ENA, maître de conférence enseignant en droit public. Une phrase que le président a rappelée, justement pour rappeler le combat que tout le monde doit mener dans ce contexte-là, c'est en subissant l'épreuve du feu que le fer gagne en éclat. Et ça permet justement de plonger dans l'esprit de cette fête de l'indépendance demain. Les soldats qui restent toujours debout pour préserver notre liberté, faire face aux épreuves, mais dominer l'adversité et avoir foi en notre détermination à construire ce pays. Ce sont des mots que le président a repris dans son message aujourd'hui. Et nous osons espérer que demain, ce ne sera pas la fête, comme le disait le professeur Meïkam, mais ce sera sans doute un nouveau bond en avant pour faire face aux pandémies, mais également tous ces enjeux liés à notre développement socio-économique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour communier avec les soldats, notre armée, les forces de défense et de sécurité autour des défis qui interpellent la nation sénégalaise, dont le Covid-19. Merci à vous.